Bonjour à tous, merci à Yvan Bonaldo de m'inviter à ce nouveau congrès en ligne sur les lois biologiques auquel j'ai déjà participé il y a 2 ans. C'est un véritable plaisir que je vais partager avec vous pour parler sur les maladies auto-immunes et notre abord par rapport aux lois biologiques sur ces maladies auto-immunes. Et en plus, nous avons un magnifique cadre dans ces forêts vosgiennes ici. C'est mon jardin secret, c'est mon lieu de ressourcement qui me permet d'être en pleine forme à chaque fois que je vais vous voir au Brésil et transmettre un peu toutes mes informations. Merci à tous et bon séminaire. Je suis Emmanuel Corbel, ça fait maintenant presque une trentaine d'années que je m'informe sur la santé. Au départ, je suis kinésithérapeute, ensuite j'ai fait de l'ostéopathie, de la microkinésithérapie. Et c'est les pathologies de mes enfants qui m'ont permis d'évoluer dans mon approche de la santé. Et c'est là où j'ai découvert les lois biologiques qui ont été énoncées par le docteur Hammer. Et j'ai commencé à travailler profondément dessus et j'ai développé alors une façon de voir la personne que j'ai nommé la lecture biologique, puisque chaque fois que je voyais des personnes, ils me disaient souvent, chaque fois que je voyais des patients, ils me disaient souvent que je pouvais lire en eux comme dans un livre ouvert. Donc j'ai déterminé ce terme de lecture biologique. Et cette façon de voir le patient était vraiment une façon holistique. On voit le patient dans sa totalité, aussi bien corporelle, émotionnelle, énergétique et spirituelle. La lecture biologique va prendre en compte donc toutes les lois qui ont été annoncées par le docteur Hammer, va aussi prendre en compte le transgénérationnel qui a été mis en place déjà par un ancien Schutzenberger. C'est basé aussi sur les travaux d'Henri Laborie, c'est basé sur la physique quantique. Donc c'est vraiment une réunion de multiples informations que j'ai pu assimiler au cours de mes différentes expériences, qui me permet de pouvoir chaque fois faire évoluer cette façon d'aider les gens, parce que finalement nous ne sommes pas là pour traiter les gens, nous sommes là juste pour aider les gens, leur permettre de comprendre d'où peut venir leur pathologie, leurs problématiques, et alors que ces personnes puissent eux-mêmes trouver la solution à leurs difficultés. Voilà un peu en gros comment on pourrait définir la lecture biologique. Et puis je continue à aider les gens, je continue à traiter, j'ai toujours un cabinet de consultation. Et aussi je donne des séminaires maintenant depuis 12 ans où j'ai commencé au Brésil, et puis je continue à donner des séminaires maintenant au Brésil, au Portugal, en France, en Belgique. Et c'est vraiment un réel plaisir, c'est devenu une passion de pouvoir transmettre ces informations pour qu'on puisse évoluer dans notre santé et reprendre en fait notre propre pouvoir dans notre santé. Voilà, donc nous allons aborder ce que m'a demandé mon ami Yvan, c'est les maladies auto-immunes. Alors les maladies auto-immunes, c'est vraiment tout un gros programme. C'est des choses sur lesquelles on bloque très souvent. Si on voit tout l'aspect médical classique, on pourrait dire que les maladies auto-immunes est une difficulté par rapport au système immunitaire, où le système immunitaire est vraiment dans un trop grand fonctionnement, on n'arrive pas à réguler ce système immunitaire. Alors qu'est-ce que le système immunitaire? C'est ce qui nous permet de pouvoir reconnaître ce qui est soi par rapport à ce qui n'est pas soi. Donc quelque part, on peut avoir déjà le fait que si on a une maladie auto-immune, c'est qu'il y a quelque part une difficulté de non-reconnaissance de soi-même, non-reconnaissance de nos difficultés, non-identification de nos difficultés, puisque quelque part, tout ce système immunitaire est en rapport avec les globules blancs et notamment certains lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T, et ces lymphocytes permettent justement la reconnaissance de nous-mêmes ou la reconnaissance d'intrus qui peuvent soi-disant nous embêter. Donc on peut déjà, rien que par rapport à ça, se poser la question de cette notion de non-reconnaissance de soi-même. Donc on peut même dire parfois de non-respect de soi-même, de non-identification par rapport à soi-même, de ne pas pouvoir se positionner par rapport à soi-même, qui est une grande difficulté très souvent. Il y a des grandes difficultés chez les gens souvent à dire non, simplement. Dire non aux personnes, dire non à des situations par peur de rejet très fréquemment. Donc dans toute cette maladie auto-immune, comme ça peut toucher ces globules blancs, on peut retrouver
retrouver des impuissances, des difficultés par rapport aux liens de sang. Et bien sûr, on va retrouver tout un aspect relationnel. On pourrait voir que quelque part, c'est déjà une sorte d'allergie. Donc l'allergie, c'est tout un aspect de séparation et un aspect relationnel et qu'on va devoir pouvoir identifier. Alors, il y a différents types de maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, on peut en retrouver, pour la médecine, ce sera à peu près mis tout dans un même paquet, mais on pourrait voir que dans les maladies auto-immunes, on pourrait avoir des maladies auto-immunes qui sont plutôt dans des phases actives et des maladies auto-immunes qui sont plutôt dans des phases PCL ou parfois qui passent de l'un à l'autre. Donc toutes ces maladies auto-immunes nous permettent de savoir, si vous connaissez bien sûr ces lois biologiques, notamment par rapport à la seconde loi qui est la loi de l'évolution biphasique de la maladie, nous permettent donc de pouvoir comprendre qu'on est dans des phases actives ou post-conflictolytiques en balance. En fait, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais soit à dépasser notre conflit ou alors on n'arrive jamais à aller au bout d'une réparation d'un conflit. Donc dans toutes ces maladies auto-immunes, il sera très intéressant au tout d'abord, toute première chose, c'est de regarder quels sont les symptômes de ces maladies auto-immunes. Parce qu'en général, ce sont évidemment des syndromes. Il y a plusieurs symptômes qui apparaissent en général en même temps. Donc si on voit tous ces symptômes, il va falloir bien sûr les repositionner par rapport à la deuxième loi, les repositionner par rapport à la troisième loi, c'est-à-dire quelles sont évidemment les origines embryologiques des organes qui peuvent être touchés, et évidemment le repositionner aussi par rapport à la cinquième loi qui est le sens biologique. Quel est le sens biologique qu'on peut retrouver dans les différentes maladies auto-immunes. Donc ces différents symptômes qu'on peut retrouver dans les différents syndromes permettraient évidemment de reconstituer l'aspect principal de la lecture biologique et dans les différentes lois qui ont été énoncées par le Dr Hammer, c'est-à-dire la triangulation qui est le psychisme cerveau-organe. Donc à partir du symptôme, on va pouvoir reconstituer évidemment ce que la personne a pu vivre et évidemment les différentes parties du cerveau qui ont été touchées et qui gèrent les différents organes. Donc ça c'est la première loi, qui nous dit évidemment que toute maladie commence par un surstress. Donc évidemment vous allez rechercher au tout départ ce qu'on appelle le surstress, le tout premier surstress qu'on appelle un programmant, vous connaissez normalement tous. Et à partir de ce programmant, vous savez évidemment que il y a différentes choses qui se mettent en place dès que vous avez un surstress. Vous allez avoir un programme archaïque de survie qui va se mettre en place et ce programme archaïque de survie va se mettre en place en dehors de votre champ de conscience, c'est-à-dire qu'on sait très bien en général qu'on sait qu'on vit des choses compliquées, ce qu'on ne sait pas c'est comment on les vit. Donc évidemment tous ces symptômes vont vous permettre de comprendre comment cette personne ou comment votre patient a vécu les choses compliquées. Bien sûr, dans cette première loi, on va retrouver aussi ce qu'on appelle un arrêt sur image. L'arrêt sur image qui va évidemment, c'est votre cerveau qui va enregistrer tout ce que vous êtes en train de vivre lors de ces événements, c'est-à-dire tous les rails du conflit. Et votre cerveau traite 4 milliards d'informations par seconde et vous en avez conscience de 2000. Donc en fait, tout ce qu'il va pouvoir enregistrer avec vos 5 sens, y compris l'espace et le temps, sont parfois des choses qui peuvent vous garder en balance dans vos conflits et faire en sorte que vous ne pouvez pas aussi dépasser certaines situations. Donc ça faudra prendre en compte aussi ce qui peut nous garder dans des maladies aussi dites auto-immunes. Et on va retrouver aussi ce qu'on appelle la minimaxie schizophrénie, l'effet hypnotique du conflit. Ça, vous savez en général ce que c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris notre conflit, évidemment on va toujours nous le faire revivre d'une façon ou d'une autre. La nature étant très généreuse, elle a besoin que d'une chose, c'est de vous faire évoluer. Donc toute situation qui nous arrive dans notre vie, c'est pour nous faire évoluer. Toute maladie qui nous arrive dans notre vie, c'est pour nous faire évoluer. Donc ça c'est une grande chance qu'on peut avoir quand on peut avoir cette prise de conscience. Et il faut d'abord évidemment pour pouvoir évoluer sur toute cette pathologie auto-immune, permettre d'identifier le conflit et à ce moment-là de permettre de comprendre pourquoi on a pu avoir besoin d'un tel programme à un moment donné dans cette situation qui était très difficile et est-ce que ce programme en a encore besoin. Donc la première des choses qu'on doit pouvoir faire en tant que thérapeute, c'est de pouvoir évidemment permettre à la personne une prise de conscience du pourquoi de sa maladie, une prise de conscience du sens biologique de sa maladie et par la suite bien sûr de pouvoir faire les liens entre ces différents symptômes et évidemment le ressenti qu'elle a pu avoir lors de cette situation. Ça ce sera une première étape. Cette prise de conscience, on pourrait dire que cette toute première étape pourrait représenter 50% du début d'une évolution, pas d'une guérison, d'une évolution.
Et par la suite, alors, cette prise de conscience doit d'abord être aussi acceptée par le patient. Cette prise de conscience doit pouvoir être intégrée par le patient. Pour l'intégration de cette prise de conscience, évidemment, il faut que ça rentre dans vos cellules. Vous savez tous, vous qui suivez les lois biologiques et qui normalement avez des notions sur ces lois biologiques, que l'intégration va se faire au niveau de notre intestin grêle. L'intestin grêle est le premier organe un des organes qui va permettre de pouvoir mettre la situation à l'intérieur de vous. Parce que intégrer, c'est faire sien. C'est vraiment le mettre dans votre sang. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir modifier quelque chose à l'intérieur de vous-même ou pas. Mais donc, il faut vraiment pouvoir assimiler les choses, ce qui n'est pas toujours facile, évidemment. J'ai eu très souvent des patients qui n'ont pas du tout accepté que leur pathologie pouvait venir d'une telle ou telle situation, qui ont vraiment eu du mal à accepter, à assimiler cette situation. D'ailleurs, très fréquemment, dans des pathologies auto-immunes, on va retrouver justement un impact au niveau de l'intestin. Vous pouvez retrouver ça, par exemple, dans la maladie de Crohn, dans la maladie cœliaque. C'est toutes des pathologies auto-immunes, mais qui impactent au niveau de l'intestin, parce qu'il y a des grandes difficultés déjà d'accepter, d'assimiler certaines choses. Donc, d'ailleurs dans cette maladie de Crohn, on peut être aussi très souvent réactivé dans nos inflammations, simplement parce que des aliments peuvent nous rappeler, qui sont des rails du conflit, peuvent nous rappeler justement tous ces conflits intestinaux. D'ailleurs, on parle de guerre intestine parfois, donc des choses qu'on ne peut pas accepter dans notre vie. Et bien sûr, les choses qu'on a du mal à accepter dans notre vie, les choses les plus profondes, c'est des difficultés familiales, qui nous amènent dans le fait que si on n'arrive pas à accepter certaines situations, on va se retrouver dans un certain rejet. Dans ce certain rejet, on est dans une notion très souvent de colère, d'injustice, et on se positionne très souvent en tant que victime. Dans toutes les maladies, très fréquemment dans les maladies auto-immunes, on a cette situation de se positionner en tant que victime. Si vous vous positionnez en tant que victime, évidemment, cette notion d'injustice et de colère va toucher alors un organe que vous connaissez aussi tous, qui est un organe bien particulier, qui est les voies biliaires ou la vésicule biliaire. Et donc ces voies biliaires et ces vésicules biliaires viennent s'aboucher au niveau du duodénum. Ça veut dire que le morceau que vous essayez d'accepter ou d'assimiler, vous ne l'avez pas encore assimilé, parce que le duodénum est bien avant l'intestin grêle, juste avant l'intestin grêle, et donc vous ne pouvez pas accepter certaines situations. On est de nouveau dans cet aspect de reconnaître ou de ne pas reconnaître, qu'on retrouve de nouveau dans cet aspect du système immunitaire des lymphocytes. Donc, cette deuxième étape qui est l'assimilation et l'intégration est donc très très importante pour pouvoir évoluer dans ces maladies auto-immunes. Et la troisième étape dans notre abord thérapeutique, ce sera permettre à la personne de pouvoir trouver sa propre solution. Ce n'est pas à nous à dire à la personne ce qu'elle doit faire pour pouvoir évoluer. C'est la personne qui, une fois qu'elle aura reconnu sa difficulté, une fois qu'elle aura pu assimiler cette difficulté qu'elle a vécue dans sa vie, elle va pouvoir alors à ce moment-là se repositionner. S'il n'y a pas de repositionnement, s'il n'y a pas de rectification, d'ailleurs ce que disaient les alchimistes, c'est visite tes terres intérieures, éclaire tes démons et rectifie. Donc cette rectification, c'est se mettre droit, se retrouver, être un homme dans toute son intégrité, dans toute sa spiritualité. Donc cette rectification est importante. Donc cette rectification permettra de fermer les programmes qui ont été mis en place au départ et qui n'ont peut-être plus lieu d'être, qui n'ont peut-être plus besoin d'être là, qui ont été nécessaires mais ils n'ont plus leur utilité, et de pouvoir alors s'apaiser et de pouvoir dans un quatrième temps pardonner. C'est-à-dire pardonner, c'est pas nier ce qui s'est passé, c'est pouvoir se libérer. C'est vraiment redonner sa part à l'autre. La notion de pardon, on entend bien dans ces différents termes, c'est donner sa part, c'est redonner la part à l'autre de ce qui nous avait touché profondément, mais dont on n'arrive pas à se libérer. Donc pardonner à autrui et se pardonner à soi-même, ce qui est encore parfois beaucoup plus difficile, permettra de pouvoir vraiment vous libérer, permettra de pouvoir laisser quelque part cette situation qui vous détruise, parce que la colère en fait nous garde très souvent dans ces maladies auto-immunes, puisque dans la colère, dans la rumination et dans le non-pardon, on est vraiment dans cette autodestruction. J'ai toujours ruminez si vous voulez, ne pardonnez pas si vous voulez. À chaque fois que vous ne pardonnez pas, à chaque fois que vous ruminez, vous êtes en train de vous détruire. Donc c'est ce qu'on retrouve évidemment dans la maladie auto-immune, qui est justement dans cette notion entre guillemets d'autodestruction.
Donc notre façon d'aborder ces maladies auto-immunes avec nos patients, ce sera leur permettre finalement de pouvoir reconnaître l'événement qui les a mis en difficulté et aussi de pouvoir faire le lien entre les différents symptômes qu'ils ont et justement le ressenti qu'ils ont lors de cet événement, parce que le fait de reconnaître un événement, il faut encore faire le lien entre ces différents symptômes et le ressenti. Une fois que ce patient aura reconnu, donc il aura fait cette première étape qui est la prise de conscience, il va pouvoir alors évidemment, où il devra accepter, comme on en a parlé tout à l'heure, accepter cette situation. Donc cette acceptation se fait évidemment dans l'intestin grêle de nouveau. On trouve très fréquemment des maladies auto-immunes avec des impacts sur l'intestin grêle. Une fois qu'il a accepté, alors il va pouvoir se repositionner ou rectifier ce que dit exactement aussi l'alchimie, visite la terre intérieure, éclaire évidemment tes zones d'ombre et rectifie, et à ce moment-là tu trouveras la pierre philosophale, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te réaliser. Donc le fait de pouvoir rectifier, c'est changer les programmes, éliminer des programmes, fermer des programmes, remettre d'autres programmes en route, permettra alors de modifier les choses à l'intérieur de notre corps. Et pour pouvoir accepter, assimiler et rectifier, il va falloir se libérer. Pour se libérer, il faudra évidemment pardonner. Pardonner non seulement à la personne avec qui on a pu avoir des conflits, ou pardonner parfois à soi-même sur les choses qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait ou qu'on aurait dû faire. Et quand on parle simplement déjà de cette notion de faire, de ne pas pouvoir faire, on peut trouver déjà une maladie auto-immune qu'on connaît assez bien, qui est la polyarthrite chronique évolutive. Puisque cette polyarthrite chronique évolutive sera une pathologie auto-immune de phase plutôt PCL en balance, puisque vous avez une inflammation de l'articulation. L'inflammation, tout phénomène inflammatoire sont des phénomènes de phase PCL. Et donc dans cette notion d'articulation, le conflit d'articulation, c'est avoir fait des choses qui nous ont amené des conséquences négatives, ou on aurait dû faire quelque chose. En tous les cas, chaque fois que je parle de regret à ces personnes qui sont touchées sur l'articulation, ça leur parle très 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 bien. J'aurais dû faire, j'aurais mieux fait j'aurais pas dû faire, et tout ça fait en sorte qu'ils restent toujours dans ces difficultés, ils n'arrivent pas à dépasser cette situation, ils la ruminent, ils en rêvent, qui fait qu'on est de nouveau dans une situation auto-immune, puisqu'on n'arrive pas à pouvoir évoluer complètement sur ce conflit. Dans cette notion de maladie auto-immune, alors on retrouvera très fréquemment, bien sûr, cette notion de colère, d'injustice et de rancœur qui nous empêche d'aller plus loin, qui nous empêche de pouvoir se libérer. Donc, dans ces maladies auto-immunes, la première chose évidemment, c'est de repérer, c'est les différents symptômes qu'on peut avoir. Donc dans ces différents symptômes, on pourra alors repérer, est-ce que c'est des symptômes de phase active, est-ce que c'est des symptômes de phase PCL, de pouvoir alors repositionner ces symptômes donc par rapport aux origines embryologiques, par rapport aux différents organes, comprendre les différents ressentis qu'on peut avoir lors d'un conflit, parce que très fréquemment, lors d'un conflit, vous n'aurez pas seulement un programme qui va se mettre en place, vous aurez bien sûr un ressenti pour moi principal, et puis une constellation de ressentis, ce qu'on appellera des facettes de conflit, ce qu'on trouve en général toujours dans les syndromes ou dans les maladies auto-immunes. Il n'y a pas seulement un organe qui est touché dans les maladies auto-immunes, vous pouvez avoir un organe principal, mais très fréquemment vous avez des impacts sur les différents organes que parfois la médecine ne va pas mettre en relation avec la maladie principale. Donc vous allez pouvoir déterminer les symptômes, les repositionner dans la phase active, dans les phases PCL, et alors évidemment demander aux patients depuis quand ces symptômes sont apparus. Et le depuis quand, en fonction de la phase dans laquelle vous allez pouvoir identifier le symptôme, vous donnera soit un début de phase active de conflit, tel qu'à ce moment-là on peut retrouver une pathologie telle que le diabète de type 1. Le diabète peut être considéré comme une pathologie auto-immune. Ce diabète est vraiment une phase active en balance, c'est une situation où on n'arrive pas à se battre, on lutte de manière importante par rapport à une situation, et on se sent totalement inefficace dans sa lutte, on est impuissant dans sa lutte. C'est vraiment une situation de peur qu'on dit
frontales, c'est-à-dire des peurs identifiées, des peurs de situations qui sont sur nous ou devant nous, et on est dans une impuissance totale à pouvoir se battre contre ces peurs. Et donc une des premières choses qu'on pourrait pouvoir permettre à la patiente, c'est d'identifier ses peurs et de pouvoir alors faire en sorte qu'elle puisse se repositionner par rapport à ses peurs. Est-ce qu'on peut avoir un impact alors sur ces pathologies auto-immunes? Mais ce serait intéressant de pouvoir évidemment travailler dessus et voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas vraiment savoir, mais si on peut comprendre maintenant tout ce que nous dit l'épigénétique, on peut comprendre que finalement notre environnement, nos pensées vont pouvoir influencer énormément justement aussi nos gènes et donc peut-être nos maladies auto-immunes qui sont impactées sur différents organes. Donc ça serait une possibilité par exemple de pathologie auto-immune de phase active. Une autre pathologie auto-immune de phase active que j'ai pu rencontrer dans ma patientèle, c'est le purpura thrombopénique. Quand on entend ce terme purpura thrombopénique, thrombopénique ça veut dire que vous allez avoir peu de plaquettes, peu de thrombocytes. Et donc, si vous avez peu de plaquettes, on va retrouver de nouveau quelle est l'origine embryologique de ce peu de plaquettes. Donc, qui va faire les plaquettes dans leur corps? L'organe qui va faire les plaquettes, c'est la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, quand elle va avoir une diminution d'éléments de figuré du sang, c'est qu'elle va être en phase active. Parce que dans une phase active sur le mésoderme nouveau, puisque la moelle osseuse appartient à ce mésoderme nouveau, vous allez avoir une destruction de la moelle. Donc, s'il y a une destruction de la moelle, vous allez avoir une diminution des différents éléments figurés du sang. Et si c'est sur les plaquettes, vous allez rechercher toutes les impuissances dans les liens de sang, toutes les impuissances par rapport à un événement familial ou par rapport à des personnes par rapport auxquelles on se reconnaît et sur lesquelles on n'arrive pas à pouvoir maintenir une cohésion, puisque la plaquette au départ, elle permet de maintenir une cohésion. Donc c'est toutes des manques de cohésion par rapport à des liens de sang et des impuissances face à ces manques de cohésion, alors qu'on aimerait tellement pouvoir garder les personnes ensemble. Ça, voilà encore une pathologie de phase active en balance, puisque c'est souvent des choses en balance, les pathologies auto-immunes. Et d'autres symptômes de phase PCL en balance où on va retrouver différentes autres pathologies auto-immunes. On peut retrouver, on en a parlé juste un peu avant, la polyarthrite chronique évolutive. Donc on peut retrouver par exemple aussi la maladie de Crohn. Dans la maladie de Crohn, vous êtes dans des inflammations permanentes. Ces inflammations peuvent être réactivées par rapport à la nourriture qui peut être un rail de conflit d'une situation alors où on ne peut pas assimiler, c'est-à-dire accepter et éliminer quelque chose. En d'autres termes, je dois tenir le coup avec toutes ces choses moches, dégueulasses, merdiques que je ne peux pas accepter et éliminer. Et on n'arrive pas à dépasser ça de nouveau. Parfois on accepte, parfois on n'accepte pas. Ou alors il y a des événements, des règles du conflit qui nous gardent en permanence dans cette situation où on rumine en permanence. Une autre pathologie de phase PCL et pathologie auto-immune, le syndrome de Sjögren. Vous allez avoir une destruction par exemple des glandes lacrymales, et on peut retrouver cette glande lacrymale dans cette notion de destruction où on s'est interdit de pleurer, où je ne pleurerai plus jamais comme ça parce que ces pleurs ont amené plus de difficultés qu'autre chose, où il fallait surtout pas qu'on me voie pleurer parce que ça pouvait m'amener encore d'autres difficultés, d'autres ruptures, d'autres violences ou ce genre de choses. On peut retrouver une autre pathologie de phase post-conflictolytique auto-immune, ça va être le lupus érythémateux. Dans le lupus érythémateux, vous pouvez avoir différents impacts. Vous pouvez avoir des douleurs articulaires, vous pouvez avoir des asthénies, vous pouvez avoir de la fièvre, vous pouvez avoir des inflammations de tout type. Donc ça correspond vraiment de nouveau à différents symptômes de phase PCL. Et à vous de pouvoir retrouver évidemment les différents symptômes et d'y réassocier les différents ressentis et de reconstituer alors justement cette constellation de ressentis qu'on peut retrouver lors de ces différentes pathologies auto-immunes.
Et on peut retrouver aussi une maladie auto-immune telle que par exemple le psoriasis, où on va avoir des symptômes de phase active en balance et des symptômes de phase de résolution en balance, avec par exemple des desquamations qui correspondent à un symptôme de phase active qui correspond alors à des difficultés de séparation, associés à des symptômes d'inflammation, de démangeaison qui correspondent à des symptômes de résolution d'une problématique de séparation, puisque tout ça, ça va toucher l'épiderme. Donc quand vous allez avoir ce psoriasis, qui est dit aussi auto-immune suivant la médecine, c'est d'aller rechercher le depuis quand le psoriasis est apparu. Le depuis quand va vous donner le début d'une phase PCL, puisque c'est là où vous allez avoir une phase inflammatoire qui apparaît. Donc c'est la personne à ce moment-là est en train de résoudre une séparation. Et le fait de résoudre cette séparation va remettre cette personne dans une difficulté d'une autre séparation, en gardant toujours en mémoire bien sûr qu'une séparation, ça peut être avoir peur d'être séparé, ou bien c'est vouloir être séparé, mais vécu toujours dans une impuissance. On peut très bien avoir eu peur de ne pas pouvoir garder ses enfants et de ne pas pouvoir récupérer ses enfants lors d'une séparation, de se battre pour la récupération de ses enfants. Et si on l'a vécu comme le fait de ne pas pouvoir les garder contre soi, une fois qu'on va pouvoir les récupérer, vous pouvez commencer à avoir cette phase inflammatoire. Si cette récupération va vous mettre dans une grande difficulté avec votre ex-partenaire qui continue à vous embêter, qui continue à mettre en place un aspect que ce soit de violence ou d'agression, aussi bien physique que morale, ou même au niveau légal, pour essayer de vous récupérer vos enfants. Donc en d'autres termes, j'ai récupéré mes enfants, c'est une résolution, mais en même temps ça me met dans des grandes difficultés de combat face à une autre séparation qui elle est active par rapport à mon ex-partenaire. Vous voyez, donc ça c'est le genre de type qu'on peut retrouver dans le psoriasis. Donc notre abord évidemment par rapport à ces différentes pathologies permet, du fait de reconnaître les événements et de pouvoir se repositionner, d'avoir évidemment, je pense, et d'après mon expérience en tous les cas cliniques, c'est sûr, avoir des beaux résultats, peut-être pas 100% des résultats sur différents types de pathologies dites auto-immunes. Donc vous avez bien compris que, comme toujours, il va falloir repartir au départ des symptômes pour comprendre les pathologies auto-immunes, mais il est aussi très intéressant et important de garder en mémoire qu'il y a parfois aussi des conflits verrouillants qui peuvent nous garder dans ces pathologies auto-immunes. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une pathologie auto-immune, par exemple du Guillain-Barré, où vous avez cette paralysie ascendante, le manque de force peut vous mettre dans une difficulté qui correspond au conflit évidemment de la paralysie, puisque la paralysie c'est vraiment une impuissance face à une situation qui est devant vous, voire sur vous, et sur lequel tu te sens totalement inefficace, ou alors le mouvement que tu es en train de faire pour pouvoir gérer cette situation de grande peur qui est sur toi est entravé ou bloqué. Mais il faut faire aussi attention sur certaines pathologies, parce qu'il y a parfois ce qu'on appelle une telle masse de conflit que lorsque vous pouvez libérer par exemple ce type de conflit de Guillain-Barré, vous avez un risque létal, puisque vous pouvez avoir un énorme édème qui peut se faire au niveau du cerveau, et si vous avez un énorme édème qui se fait au niveau du cerveau, vous risquez évidemment une mort cérébrale. Donc c'est d'ailleurs une des paralysies, le Guillain-Barré, sur lequel il faut absolument pas au départ travailler. On peut retrouver par exemple aussi ces conflits verrouillants avec les symptômes verrouillants lors de polyarthrite chronique évolutive. Le simple fait d'avoir une inflammation sur vos articulations va faire en sorte que vous allez avoir du mal évidemment à pouvoir utiliser vos articulations. Le fait de ne pas pouvoir utiliser vos articulations comme vous le désiriez va vous remettre de nouveau dans un conflit qui correspond aux articulations. Et donc ce conflit va vous garder comme ça en phase de résolution en balance,
balance et faire en sorte que la pathologie ne puisse pas évoluer jusqu'au bout. Donc dans ces pathologies auto-immunes, donc essayons de retrouver évidemment toujours l'événement correspondant au conflit, repositionner les différents symptômes, est-ce que c'est des symptômes de phase active, de phase PCL en balance, permettre à la personne donc de nouveau d'identifier, d'assimiler, de rectifier et évidemment de faire tout le tour des rails du conflit, ce qui est très important parce que le rail du conflit va parfois garder la personne dans le conflit, de permettre à la personne de trouver sa propre solution à son conflit. C'est pas à nous à lui donner ce qu'elle doit faire pour évoluer dans sa vie, mais déjà le fait de pouvoir identifier les choses lui permettra sûrement de pouvoir évoluer ou pas. Il y a toujours cette notion de ou pas. Mais alors on rend la responsabilité aussi à la personne et elle n'est pas non plus, nous ne rentrons pas nous en tant que sauveurs parce que souvent nos patients peuvent aussi nous mettre dans cette situation de sauveur et on rentre dans cette triangulation sauveur, victime et bourreau comme on dit souvent. Hein, et alors le patient n'a plus son travail à faire pour pouvoir évoluer parce que si ils ont cette problématique de pathologie, c'est qu'ils ont évidemment un travail à faire sur eux. Cette pathologie est là pour le faire évoluer, c'est qu'ils quelque part ils sont déviés de leur axe, ils sont déviés du pourquoi ou de leur cohérence entre leur inconscient et leur conscient, donc du pourquoi ils sont ici sur Terre. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette situation de maladie auto-immune. On pourrait sûrement encore dire d'autres choses, mais ça peut-être pour une autre fois. Mais Yvan m'avait demandé aussi d'aborder avec vous les difficultés qu'on peut avoir ou les dangers qu'on peut avoir de travailler sur certaines maladies. On vient d'en parler par exemple pour le Guillain-Barré. Et c'est vrai qu'il y a des symptômes sur lesquels il faut faire très attention. Donc tous les symptômes qui vont toucher le cœur, les voies respiratoires ou tout ce qui va gérer le sucre, il va falloir faire très attention au niveau de la résolution des conflits. Parce que si vous avez une masse de conflits très important, là aussi vous risquez d'avoir un édème au cerveau. Si vous avez un édème au cerveau au niveau des aires cardiaques, vous pouvez avoir un arrêt cardiaque ou bien donc des bradycardies avec un arrêt cardiaque ou parfois des tachycardies importantes avec fibrillation et associé à ça des embolies pulmonaires ou si vous avez ces extrasystoles des infarctus du myocarde. Donc tout ce qui a un rapport avec ces pertes de territoire, ces grandes difficultés des artères et des veines coronaires, il faudra faire très attention. Hein. Le docteur Hammer dit que si le conflit a dépassé les 9 mois, voire plus de 9 mois ou 6 mois avec une grande intensité, il vaut mieux s'abstenir de travailler dessus, sinon il y a un risque ici évidemment de pouvoir aussi de faire un infarctus ou une embolie pulmonaire après avoir résolu son conflit. Donc il y a les voies respiratoires où là aussi vous pouvez avoir des arrêts respiratoires avec parfois même des gros spasmes inspiratoires ou expiratoires. Et puis évidemment il y a tout ce qui va gérer le sucre, donc tout ce qui est insuline et glucagon, donc tout ce qui va nous donner tout ce qui est en rapport avec le diabète sucré. Le diabète insulinodépendant, donc ce diabète qui est là, comme on en a parlé tout à l'heure, dans une difficulté de ne pas pouvoir se battre ou de se battre de manière perpétuelle, mais de manière totalement inefficace. Mais en général, quand on se bat, c'est pas par rapport à rien, bien sûr. Quand on se bat, on va évidemment se battre par rapport au fait de maintenir un territoire, de maintenir une place. Donc très souvent, vous allez avoir tout ce qui va gérer le sucre, c'est-à-dire les cellules alpha et bêta de Langerhans, qui va gérer donc le rapport entre insuline et glucagon, qui sont très souvent impactés en même temps que les aires cardiaques. D'ailleurs, très souvent, les gens qui ont des problèmes de diabète ont des problèmes cardiaques, ils ont des problèmes d'artères, ce genre de choses. Ce qui est tout à fait cohérent, puisque vous êtes dans une lutte. Si vous êtes dans une lutte, on va vous mettre dans des hypertensions, on ne peut pas vous metêtre en hypotension si vous êtes dans une lutte. Si vous êtes dans une lutte, le premier organe qui va s'adapter sur tout type d'effort, sur tout type de conflit ou de lutte, c'est le cœur. Et donc, vous aurez aussi un aspect cardiaque. Donc si la masse de conflit est très importante sur tout ce qui est insuline et glucagon, non seulement vous risquez de faire une grande hypoglycémie lorsque vous allez résoudre ce conflit, avec un danger évidemment de mourir et d'un arrêt cardiaque associé, puisque évidemment très souvent insuline et glucagon, surtout insuline qui va gérer le diabète, elle sera associée évidemment aux aires cardiaques. Donc attention donc pour toutes ces pathologies qui impactent le territoire et les voies respiratoires et les combats. Parfois il faut s'abstenir plutôt que de risquer la mort du patient.
Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire pour ce que m'a demandé Yvan. Ça fait déjà pas mal d'informations. J'espère que vous passez un très bon congrès. Voilà, nous arrivons au bout de cette présentation. Merci à vous de votre écoute. Merci à Yvan de m'avoir invité lors de ce congrès sur les lois biologiques. Au plaisir de se voir, d'échanger, que ce soit par les réseaux sociaux, de se voir dans les aéroports, dans les cours, parce que moi j'aime bien l'échange de vive voix. Bien sûr, merci à mes enfants qui sont là et qui sont en train de pouvoir créer ce petit reportage, cette petite vidéo. Et merci à ma femme et à mon épouse donc de pouvoir être là et de vous permettre d'être parmi vous très souvent pour pouvoir partager mes informations. Et un grand merci à cette belle nature là qui est parmi nous, qui nous a accueillis pour essayer d'être dans une énergie d'amour et de cohérence. Si vous voulez retrouver toutes ces informations et approfondir toutes ces informations, je donne des séminaires maintenant depuis 12 ans au Brésil avec l'Institut Salgado. Je donne des séminaires aussi maintenant depuis 4-5 ans ou 5-6 ans déjà au Portugal. Et maintenant j'ai travaillé au départ avec mon ami Eduardo Merino et maintenant je suis avec André Dourado avec l'Institut EMAC qui fait partie de l'Institut Salgado. Je donne aussi évidemment des cours en France depuis aussi 11-12 ans dans différentes villes, à Tours, à Montpellier, à Nancy. Je donne aussi des cours à Bruxelles. Donc toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur mon site lecture-biologique.com et vous pourrez alors avoir accès aux différentes modalités d'inscription pour les cours ou les différentes informations que vous pouvez retrouver dans des vidéos ou des conférences. Je vous remercie de votre écoute et au plaisir d'échanger un jour ou l'autre.